Donc du coup, je vous propose de démarrer. De toute façon, j'ai ouvert la salle d'attente, donc tout le monde va pouvoir rentrer au fur et à mesure des arrivées. Donc déjà, bienvenue pour ce nouveau webinaire qu'on organise une fois encore avec Pix. Cette fois-ci, le thème de la journée sera sur la cybersécurité dans les collectivités et notamment spécifiquement le volet humain de ce sujet de la cybersécurité. Du coup, je me présente. Donc, je m'appelle Franck Burderon. Je suis le fondateur et directeur associé d'Ocalia. Donc, Ocalia, c'est un bureau d'études qui est basé à Lyon, qui dispose aussi d'une activité en Belgique, qui est spécialisé sur l'accompagnement des transitions territoriales. Et dans ce cadre-là, on a un gros axe sur le sujet de la transformation numérique des collectivités et de leur territoire. Et dans ce cadre-là, nous intéressons tout particulièrement au volet humain de cette transformation numérique, puisqu'au-delà des aspects technologiques de la transformation numérique, il y a bien évidemment un enjeu très fort sur la manière dont on embarque sur le plan interne les équipes dans cette transformation humaine pour faire en sorte de ne pas créer de fractures et que tout le monde puisse suivre la digitalisation progressive des collectivités. Euh, donc c'est dans ce cadre-là que nous avons signé depuis maintenant un peu plus d'un an un partenariat de distribution de Pix qui propose un certain nombre de dispositifs d'évaluation des compétences numériques des agents des collectivités au travers d'une offre qui s'appelle Pix Territoire et avec plus spécifiquement ce qui nous intéresse aujourd'hui, des parcours dédiés à la cybersécurité dont Déborah va vous parler juste après. Du coup, je vais tout de suite introduire nos intervenants du jour. Donc, Pauline Palu, qui s'occupe chez nous justement de tout l'axe transformation numérique des collectivités, viendra vous faire un petit état des lieux de la situation, des enjeux de ces sujets cyber au sein des collectivités territoriales. Nous aurons donc ensuite Déborah Daubert, qui est responsable du secteur collectivité territoriale médiation numérique chez Pix, qui viendra présenter Pix de manière générale et plus spécifiquement les parcours dédiés à la cybersécurité. Et puis enfin, on aura François Lorès qui viendra nous présenter, témoigner des actions que mène la structure dans laquelle il travaille, qui s'appelle le Bureau économique de la province de Namur, et qui accompagne ces 36 communes, ces 38 communes, pardon, sur ces enjeux cybersécurité, en travaillant à la fois les aspects technologique de la cybersécurité, mais aussi en engageant tout un tas d'actions sur le volet humain pour faire en sorte que les agents de ces collectivités adoptent les bons réflexes face à ces attaques cyber. Donc du coup, je vais tout de suite donner la parole à Pauline, qui va nous faire un petit état des lieux de la situation de la cybersécurité dans les collectivités. Merci Franck. Effectivement, avant de laisser la place aux autres intervenants, un petit moment d'introduction sur la situation ces dernières années en France. Ça fait 2020 qu'on entend régulièrement dans l'actualité des affaires assez médiatisées de cyberattaques. Je pense notamment à tout ce qui s'était passé à l'époque en 2021 à Angers. Je pense aussi à ce qui s'est passé à la ville, à la métropole de Marseille, avec cette attaque massive au ransomware Mespinoza. Donc c'est vrai que la crise sanitaire a accéléré tous nos usages numériques ces 2 dernières années. Elle est venue généraliser aussi des formes de travail hybrides qui facilitent aussi l'utilisation et le mix de nos équipements et de nos usages personnels, professionnels. Tout ça est un terreau finalement à la multiplication des cyberattaques. Donc concrètement, en 2022, officiellement, sur le dernier rapport dont on dispose, c'est 831 intrusions avérées qui ont été relevées par l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Euh, donc on s'attendait en 2022 à une limitation de ces attaques. Au final, il n'en a rien été, puisqu'à partir de l'été 2022, on a constaté vraiment une recrudescence des attaques, et notamment au rançongiciel,
qui s'attaquait spécifiquement aux collectivités territoriales et avec une tendance assez inquiétante pour le coup des attaquants à se déporter sur des entités qui sont plus petites et moins bien protégées. Donc, à ce titre, hein, on le voit, pour rappel, les collectivités, c'est la deuxième cible des attaquants en France aujourd'hui. Après les TPE, PME, c'est 23% des attaques, c'était 23% des attaques en 2022. Ça n'épargne pas même les plus petites, et vous le voyez très clairement là sur cette cartographie à l'écran donc, qui nous est proposée par le réseau Déclic, l'importance des attaques qui sont portées sur les communes, sur les communautés de communes et les agglos de manière plus générale. Euh, qui montre bien ce repositionnement sur des cibles de plus petite taille. Alors, quand on parle d'attaque, concrètement, de quoi on parle? Si on peut passer à la slide suivante, Franck, s'il te plaît. Oui. Merci. Concrètement, en 2022, hein, c'est toujours des attaques, bien sûr, qui relèvent de l'opportunisme financier, hein, pour la plupart. Vous êtes tous, tout comme moi, j'imagine, victimes de ces tentatives de phishing régulières, d'usurpation de messagerie. C'est la principale cause de cybermalveillance dans les collectivités, visant, voilà, via des fausses factures, via l'usurpation d'une identité dans l'organisation, d'obtenir des identifiants, des données sensibles. Plus rarement aussi ce qu'on appelle des attaques au point d'eau qui vont consister en fait à rentrer dans un site web institutionnel pour y intégrer du code ou des liens malveillants et inciter un maximum d'utilisateurs à venir télécharger, cliquer sur ces contenus nocifs. Et puis, bien sûr, 22% d'attaques au rançongiciel qu'on évoquait juste avant, qui sont pour le coup les attaques qui ont les effets les plus délétères pour les collectivités, puisque on se retrouve bien souvent dans des situations à travailler pendant plusieurs mois en mode dégradé, voire à repasser en fonctionnement manuel. Euh, et puis, bien sûr, une fois l'attaque découverte, qui peut prendre entre 3 à 8 mois, tout le temps de remédiation des systèmes d'information qui peut s'avérer très coûteuse, et des cas réguliers d'exfiltration, de publication de données des administrés qui, pour le coup, vient engager aussi la responsabilité civile et pénale de la collectivité. Donc voilà, de manière moins fréquente, mais qui commence à se développer aussi, vu le contexte géopolitique, on a beaucoup d'attaques dites de déstabilisation qui sont pour le coup le fait de groupuscules d'activistes, soit via des campagnes de désinformation, soit via des campagnes de déstabilisation de processus électoral, typiquement, qui vont soit prendre la forme, ce qu'on appelle des attaques de défiguration, c'est ce qu'on constate assez régulièrement sur les sites web des petites communes, par exemple, des hackers qui vont venir y diffuser des fausses informations, des contenus à caractère politique ou religieux, et puis aussi des attaques par déni de service qui consistent tout simplement à venir saboter un site web ou à saboter un service en ligne en l'inondant de requêtes jusqu'à ce qu'il devienne inopérant. Donc, c'est des attaques qui sont moins sophistiquées, mais qui portent surtout atteinte à l'image pour le coup de l'institution, et comme je le disais, qui se développe avec tout ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, avec ce qui se passe aujourd'hui entre Israël et la Palestine, et puis aussi à la faveur de gros événements sportifs comme la Coupe du Monde de rugby ou les JO 2024, qui sont vraiment des terreaux pour le coup aux cyberattaques. Et puis enfin, on a aussi des attaques qui sont pour le coup moins concentrées sur les collectivités, qui relèvent plus du renseignement étatique ou du renseignement économique, donc qui vont plutôt cibler des industries de pointe, des services de l'État. Pour autant, les collectivités, on le constate, sont de plus en plus des réseaux intermédiaires qui permettent aux attaquants de s'insérer dans des réseaux de navigation pour pouvoir mener des compromissions à terme sur ces cibles-là. Donc voilà, on n'est pas non plus à l'abri de ce type d'attaque-là. Si on regarde un peu plus près les facteurs de risque, donc sur la slide suivante, qui font que les collectivités sont une cible de choix, hein, très clairement, ça a des explications qui tiennent au système d'information de ces collectivités-là. On est sur des réseaux informatiques qui sont très larges, beaucoup d'équipements, souvent une interconnexion, hein, entre le SI intercommunal et le SI des communes membres. Tout ça facilite la prolifération des attaques et des usurpations. Ce sont des attaques aussi qui s'adaptent de plus en plus aux nouveaux usages numériques, hein. Toute organisation utilise aujourd'hui le cloud. Il y a une tendance quand même très forte à externaliser aussi auprès des entreprises de services numériques qui sont des points d'entrée privilégiés. Et puis, on constate vraiment une tendance de tous les types d'attaques à finalement aborder la cible de manière contournée,
soit en passant par des équipements périphériques comme les routeurs, comme les pare-feux, soit surtout en s'attaquant finalement à l'écosystème de partenaires de ces collectivités, prestataires, fournisseurs, sous-traitants. Donc on ne peut plus mener simplement une réflexion de cybersécurité sur sa propre organisation. Il faut aussi sensibiliser et sécuriser à l'échelle de toute la chaîne d'acteurs avec laquelle on travaille. Donc ça, c'est ce qui concerne la capacité technique du SI à faire face à ces attaques, mais ça concerne aussi, sinon plus, la capacité finalement des équipes à détecter ces actes de cybermalveillance et à adopter les bons réflexes. Pour cause, on le voit, hein, on l'entend partout, aujourd'hui, c'est 90% des incidents de cybersécurité qui sont dus à des erreurs humaines. Or, on voit bien là sur des études très récentes 2022, notamment dans les petites collectivités, qu'on a encore aujourd'hui dans les équipes dirigeantes ou parmi les élus une sous-estimation en fait finalement du risque. Et même sur des profils techniques comme les DSI, un certain nombre qui n'ont jamais été formés spécifiquement à ces enjeux de sécurité. Donc, en termes de recommandations par rapport à cette situation, si on passe à la suite, vous avez tout un tas de guides hein, aujourd'hui qui sont publiés par l'ANSSI, par Cybermalveillance, par la CNIL, entre autres, qui mettent en avant des réflexes assez simples de sauvegarde, de mise à jour, de gestion des droits d'accès sur les applicatifs. Ce sont des réflexes assez simples qu'on a tendance tous, pour le coup, hein, à négliger ou alors à contourner par méconnaissance. Et pour autant, on se rend bien compte que finalement, ce n'est pas qu'un enjeu de former, c'est aussi un enjeu de maintenir ces bonnes pratiques dans le temps. Et ça passe par plusieurs choses, hein, c'est Mailing Black qui nous le dit. Euh, à la fois que ce soit une démarche qui soit pleinement portée par la direction, par les élus. On le voit encore dans beaucoup trop de collectivités, des DSI, des référents informatiques qui portent ce genre de démarche seuls. C'est une démarche qui doit vraiment concerner tous les services. Beaucoup de collectivités aussi nous font remonter le constat que les campagnes de phishing, de tests phishing qui se démocratisent dans les collectivités, alors sont utiles bien entendu pour évaluer les pratiques à intenter, mais ne suffisent pas à maintenir aussi ce bon niveau de vigilance. Donc d'où l'intérêt, l'importance même d'avoir un volet formation en face pour permettre aux agents de valoriser ces compétences-là. Et donc, le bon levier là-dessus, c'est la capacité à personnaliser ces contenus de formation, à la fois personnaliser parce qu'on n'est pas tous, en tant qu'agents, exposés au même type d'usage numérique et au même type de risque en fonction de la place qu'on occupe dans une collectivité. Donc, il faut que ça fasse le plus sens possible par rapport à la réalité de ces missions. Et puis aussi personnaliser l'expérience de test, parce qu'on ne démarre pas tous du même niveau de compétence, on n'a pas tous la même progression. Euh, donc voilà, pour maintenir en tout cas la motivation dans le temps, ce sont des leviers clairement identifiés. Et c'est tout ce qu'il y a aussi derrière la philosophie PIX, donc qu'on vous propose de découvrir avec l'intervention de Déborah Daubert, à qui je laisse la parole. Donc, merci Pauline pour ton intervention, ces précisions. Alors, on a eu quelques questions là dans le chat, notamment sur le fait de pouvoir vous laisser à disposition le support. Donc, bien évidemment, tous ceux qui le souhaiteront peuvent nous en faire la demande. On vous l'enverra avec grand plaisir. Et on nous a aussi interrogé sur les sources. Donc, les sources sont justement précisées en des informations qu'on vous donne, notamment des statistiques en bas de page. Donc vous retrouverez ça sur le document. Du coup, Déborah, je te donne la parole pour que tu nous expliques un petit peu plus ce que propose PIX en matière d'accompagnement de la montée en compétences numériques des agents des collectivités et plus spécifiquement sur ces questions de cybersécurité. Merci Franck, bonjour à toutes et à tous. Bon, c'est super parce que Pauline a déjà posé des chiffres clés avec lesquels, côté Pix, on est totalement d'accord tant sur les constats que justement sur les parties pris. Effectivement, côté Pix, sur les questions de cybersécurité, on parle, l'intitulé du webinaire traite des failles humaines, où on pense qu'il y a un besoin d'accompagnement au sens large de l'ensemble de la population sur des enjeux de maîtrise des compétences numériques au sens large et en particulier sur les questions de cybersécurité. Quand tu parlais, Pauline, de phishing, d'usurpation d'identité, de
de réception de messages malveillants, etc., on voit bien qu'il y a un besoin de connaissances, puisque tu as employé pas mal de termes techniques, de pratiques, mais aussi de maîtrise des enjeux et des savoir-faire en matière de cybersécurité. Donc, c'est ce que l'on propose de traiter sur Pix. Donc, ça, c'était un premier élément sur lequel je voulais rebondir. Le deuxième, j'en ai un peu parlé, c'était de dire qu'on est tous et toutes concernés, en fait, par ces enjeux de maîtrise de ces compétences en cybersécurité, qu'on peut appeler aussi maîtrise des bons comportements de prudence, que l'on soit jeune, c'est-à-dire collégien, lycéen, moins jeune, actif, retraité, débutant ou expert dans le numérique. On a tous des compétences numériques à maîtriser en matière de cybersécurité, que ce soit dans notre vie personnelle et professionnelle. Voilà, c'était juste pour aussi appuyer, Pauline, ce que tu disais sur en fait l'ensemble de la chaîne d'acteurs doit être sensibilisé et doit prendre sa part en matière de cybersécurité. Donc, on va tout à fait dans ce sens-là chez Pix. Donc, pour vous resituer d'où je parle et ce qu'est Pix. Donc, Pix, c'est une plateforme en ligne, donc un service en ligne qui rend trois services au sein d'une seule et même plateforme. L'évaluation des compétences, parce qu'on pense que tout sujet de développement des compétences numériques doit partir d'une mesure objective et fiable. Donc, on rend déjà ce premier service, mais pas que. L'idée, c'est aussi de permettre à nos utilisateurs au sens large, puisque je parlais de l'enjeu un peu de société d'accompagnement vers la maîtrise du numérique. Donc, PIX est déployé dans l'enseignement scolaire supérieur et au sein de la population active, et j'y reviendrai. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir évaluer ces compétences, s'appuyer sur la plateforme pour les développer et aussi pouvoir les valoriser, puisque PIX, c'est aussi une certification officielle des compétences numériques reconnues donc dans le monde professionnel. Donc, concrètement, sur qui nous sommes, donc PIX, c'est un projet qui est né sous la forme d'une start-up d'État. Donc, ça veut dire qu'on est né au sein de l'État français. Puisque je précise, je sais que j'ai cru comprendre qu'il y avait des Belges aussi dans la salle. Donc, on est né au sein de l'État et on est, depuis 2017, devenu un groupement d'intérêt public réunissant des acteurs engagés dans les domaines de l'éducation et de la formation, notamment le ministère de l'Éducation nationale, par exemple, du travail, l'enseignement supérieur, et aussi autour de table, puisqu'on parle quand même de cybersécurité, l'ANSSI a rejoint le groupement d'intérêt public il y a un peu plus d'un an. Donc ça, c'était sur qui nous sommes. Pour rentrer un petit peu plus dans le fonctionnement de la plateforme en tant que telle, sur cette question de mesure et de développement des compétences, aujourd'hui, on le fait par le biais d'épreuves, donc qui sont des questions qui vont vous permettre de tester trois facettes de la compétence. Je le disais, en matière de cybersécurité, la question pour être totalement compétent n'est pas seulement de savoir ce qu'est un mot de passe sécurisé, c'est aussi de connaître, de maîtriser le vocabulaire et aussi de prendre du recul sur ses propres pratiques. Donc pour nous, on traite vraiment ces trois facettes de la compétence que l'on décline donc dans ces épreuves. Ces épreuves, elles ont la particularité de vous projeter dans des situations réelles. C'est-à-dire que pour vérifier si vous savez ce qu'est un mot de passe sécurisé, concrètement, on va vous mettre dans la situation de devoir hacker un compte. Et donc, ce faisant, vous sensibiliser au fait que si ce compte est facile à hacker, c'est parce qu'il repose sur des données, enfin un mot de passe qui n'est pas sécurisé, par exemple. Donc, on vous met en situation réelle, vous êtes amené à manipuler des fichiers, à résoudre des vrais problèmes et tu parlais, Pauline, de l'aspect ludique qui était aussi important sur la question de la maîtrise des enjeux autour de la cybersécurité, mais plus largement sur l'acquisition des compétences numériques, voire plus largement sur l'acquisition des compétences au sens large. Sur Pix, on essaie de décliner cette approche ludique et ça se ressent notamment dans nos questions où on essaie de les formuler sous la forme de défis et d'enquêtes pour casser un peu les codes de l'évaluation un peu traditionnelle et avoir plutôt une approche ludique des sujets que l'on traite. Donc, concernant les sujets que l'on traite justement, donc dans Pix, je disais, on propose des épreuves. Ces épreuves, elles suivent une architecture spécifique qui est un référentiel de compétences qui lui-même est une déclinaison du cadre de référence européen qui s'appelle le DISCOMP et qui aborde les compétences numériques de façon transversale. Donc juste avant de faire un focus sur les questions de sécurité,
Voilà, je voulais vous dire que Pix, c'est une plateforme qui permet de mesurer, développer, certifier les compétences sur un grand nombre de compétences numériques structurées en 5 domaines que vous avez ici et 16 compétences numériques. Et donc, pour vous illustrer un petit peu ce qu'on y traite au sein de chacune de ces compétences, Franck, si tu peux passer à la slide suivante. On va y traiter, par exemple, dans le domaine information et données, la capacité de l'utilisateur à savoir mener une recherche, une veille d'information, par exemple, détecter des fake news. Dans communication et collaboration, on va avoir des questions en lien avec la maîtrise des outils collaboratifs, par exemple, la visio, le mail, les réseaux sociaux, le cloud. Sur création de contenu, on va retrouver des éléments autour du traitement de texte, mais aussi autour de la production de documents multimédia. Protection et sécurité, je passe vite dessus parce que je vais zoomer un petit peu plus après dessus. Et enfin, environnement numérique, on retrouve des enjeux autour du vocabulaire, de l'identification, des bonnes pratiques de sauvegarde, de c'est quoi un système d'exploitation, comment réagir en cas de panne, etc. Et donc, s'agissant de la question de la sécurité, qui est l'objet du webinaire aujourd'hui, donc dans PIX, on traite les aspects de sécurité de façon transversale, c'est-à-dire que, hop, est-ce que tu peux revenir juste avant? Ah, pardon. Donc, pas de souci. On le traite de façon transversale, c'est-à-dire que, par exemple, dans le domaine information et données, on va retrouver des questions en lien avec savoir identifier les marqueurs d'une navigation sécurisée avec la connexion HTTPS, pour ne donner qu'un exemple. Dans communication et collaboration, il va y avoir savoir détecter des tentatives de phishing. Donc, pour nous, la sécurité, c'est vraiment quelque chose qui irrigue en transversalité notre référentiel, mais qui est aussi et surtout traité dans le domaine protection et sécurité, où là, pour le coup, on retrouve différents éléments, comme savoir détecter ce qu'est un virus, maîtriser le vocabulaire, une tentative de phishing, choisir un mot de passe, identifier ce qu'est une donnée personnelle, connaître le RGPD, savoir réagir face à des situations de cyberharcèlement. Et donc, avant de plonger dans le détail sur ce domaine-là spécifiquement, c'est juste vous dire qu'il a été travaillé en partenariat avec l'ANSSI, donc je disais qu'il fait partie du groupement d'intérêt public, et cybermalveillance qui nous ont aidés, nous aident en continu à actualiser tous les contenus en lien avec la sécurité sur la plateforme. Et donc, c'est bon, maintenant je peux zoomer sur les questions de sécurité numérique dans Pix et la façon dont on l'aborde. Donc, je vous ai donné quelques exemples en termes de thématiques, simplement pour vous préciser le travail qui a été le nôtre sur ce référentiel. Donc, on aborde la question de la sécurité numérique sous différents axes. L'axe temporel d'abord, puisque on a des questions autour de la prévention puis l'identification de l'attaque. Et donc, si on suit la temporalité aussi, savoir comment réagir face des risques de dévoilement, par exemple, de son mot de passe, quelles sont les conséquences d'une attaque et leur mitigation. Euh, Deuxième façon d'aborder les questions de sécurité, c'est aussi avoir un point de vigilance sur la question des équipements. Par exemple, on aborde la question des supports de sauvegarde, les questions de sécurité spécifiques liées à l'itinérance. Sur les types d'usage, ensuite, on a, j'en donnais quelques exemples tout à l'heure, tout ce qui est en lien avec des enjeux de connexion, savoir identifier une connexion Wi-Fi sécurisée, savoir gérer ses données. Pauline, tu parlais du cloud qui s'était effectivement généralisé, savoir gérer ses données dans le cadre de ce nouvel environnement numérique. Et enfin, des notions conceptuelles, je le disais, maîtriser les aspects de cybersécurité, c'est aussi maîtriser le vocabulaire. Donc, c'est aussi un des aspects que l'on traite dans le cadre de ce référentiel, de savoir identifier les différents types d'attaques, être familier avec des questions d'authentification, de chiffrement, d'ingénierie sociale, etc. Donc voilà une autre façon de voir les différents contenus que l'on traite en matière de sécurité sur la plateforme. Donc l'idée ensuite, c'était de vous dire finalement ce référentiel, comment on peut faire pour s'en saisir dans la vraie vie. La vraie vie étant là sur le sujet du jour, les compétences
numériques des agents territoriaux. Est-ce que juste... Voilà. Et donc, avant de continuer, je vais brancher mon ordinateur, ce sera beaucoup mieux pour la suite. Donc, l'idée, c'est de permettre aux collectivités de se saisir de ce référentiel que je vous ai présenté, donc qui a été travaillé à la base dans le cadre du DIGCOMP et décliné dans PIX en partenariat avec l'ANSSI et Cybermalveillance, de pouvoir le décliner en des parcours jouables pour des agents dans des collectivités pour leur permettre de mesurer, développer leurs compétences numériques. Donc, dans PIX, il est tout à fait possible de construire des parcours, c'est-à-dire qu'on va venir sélectionner ces briques que je vous ai présentées pour qu'elles puissent être jouées par des agents. Et donc, c'est maintenant ce que je vais vous présenter, puisque on a construit une approche spécifique de PIX pour les collectivités qui s'appelle PIX Territoire. Donc, PIX Territoire, c'est l'offre de PIX à destination des collectivités. Et son objectif, sa philosophie, c'est de permettre aux collectivités de partager des référentiels de compétences attendus pour les agents de la fonction publique territoriale. Donc, dans le cadre de PIX Territoire, on a déjà réalisé ce travail de conception des parcours, donc de sélection des contenus au sein du référentiel de PIX pour proposer aux collectivités qui souhaitent accompagner la montée en compétences des agents, puisque c'est bien ça aussi le sujet du jour, de venir sélectionner ces parcours. Donc, on en met 15 à disposition, des parcours transverses en premier lieu, c'est-à-dire que ce sont des parcours qui s'adressent à l'ensemble des agents de la fonction publique territoriale, donc un parcours détection pour détecter l'éventuelle fragilité numérique de l'agent, un parcours socle de base qui correspond aux compétences qui doivent être maîtrisées par l'ensemble des agents, quel que soit leur métier, quelle que soit la fonction exercée, des parcours métiers ensuite, qui là peuvent être adressés aux agents en fonction de leur métier, puisque, comme on le disait en introduction, on n'a pas forcément les mêmes attentes en matière de compétences numériques à maîtriser selon le métier et la fonction exercée par l'agent. Donc, ces parcours métiers viennent compléter l'approche compétences socle qui est proposée dans le cadre des parcours transverses. Et enfin, des parcours de sensibilisation, puisque on pense, et donc là on est raccord aussi avec le constat qui a été posé par Ocalia, que s'agissant de développement des compétences numériques, il est important de varier les formats d'apprentissage, de pouvoir passer des parcours qui sont un peu longs, parfois des parcours qui sont un peu plus courts sur PIX. Donc, ce sont les parcours de sensibilisation qui durent une quinzaine de minutes et donc de pouvoir les articuler aussi avec des dispositifs de formation ou d'autres dispositifs de sensibilisation. Et donc, concrètement, la compétence cybersécurité, les enjeux de cybersécurité dans ces 15 parcours que je vous ai présentés, en fait, elle irrigue là aussi, tout comme dans le référentiel de PIX, l'ensemble des parcours. Est-ce que tu peux passer à la slide suivante, Franck? Voilà. Donc concrètement, on va retrouver des questions en lien avec des compétences numériques liées à la sécurité dans presque quasi l'ensemble des parcours de PIX Territoire, ce qui montre bien que quel que soit le métier et la fonction de l'agent, en fait, il doit y avoir des niveaux de maîtrise variables, certes, mais il y a un sujet autour de la cybersécurité dans l'ensemble des parcours que l'on propose dans le cadre de PIX Territoire, à quelques exceptions près. Et donc, c'est les briques qui apparaissent grisées ici, mais on se rend bien compte qu'il s'agit là d'exceptions plus qui viennent confirmer la règle, on va dire. Donc voilà donc vous l'aurez compris, la façon dont on aborde au sens large les compétences liées à la cybersécurité dans PIX, comment on les décline en des parcours concrets qui sont jouables par les collectivités. Et donc pour finir le Zoom et avant de passer la main au retour d'expérience, je voulais aussi finir par vous donner quelques exemples de mobilisation concrètement de ces parcours en collectivité. Donc, ces différents parcours que je vous ai présentés, ils peuvent répondre à différents besoins. Le premier d'entre eux, c'est de pouvoir disposer d'une cartographie, du degré de maîtrise des agents en matière de cyber, mais sur d'autres sujets aussi, puisque ce que j'ai essayé de vous montrer, c'était aussi de dire que dans les compétences un peu transversales à maîtriser, de toute façon, il y a des questions cyber qui sont à intégrer parce que ça fait partie en fait du bagage que doit maîtriser un agent territorial qui voit son environnement de travail se numériser, même pour un agent de terrain.
On va lui demander de poser ses congés en ligne, d'accéder à sa fiche de paie en ligne. Donc, il a maintenant un environnement de travail qui se numérise et où les compétences cyber sont de fait importantes. Donc ça, c'est un premier besoin auquel ces parcours PIX peuvent répondre, qui est celui de pouvoir identifier quels sont les points forts et surtout là où sont les points faibles. Cette cartographie, l'idée ensuite, c'est de pouvoir donc identifier précisément les besoins de formation des agents, puisque l'idée, c'est pas de s'arrêter à un diagnostic et de se dire, ah, c'est la cata, mes agents sont pas bons sur déjouer des tentatives de phishing, c'est aussi de mettre en place les solutions qui vont bien après pour pouvoir assurer la montée en compétences, accompagner les agents. Et un dernier cas d'usage, et celui-ci, je l'illustrerai de façon plus précise, c'est aussi permettre de sensibiliser de façon ludique aux enjeux cyber. Je prendrai un exemple ici où la communauté d'agglomération de Mulhouse a déployé il y a un peu plus de 2 ans certains des parcours de PIX territoire, vraiment dans une logique de sensibilisation, où un parcours PIX était proposé par mois aux agents. Et donc, ça permettait à la personne qui portait la démarche de pouvoir donc analyser les résultats et mettre en place ensuite des actions de sensibilisation qui correspondaient aux points faibles des agents. Deuxième exemple, et j'en resterai là sur les exemples que je peux vous livrer aujourd'hui, la région Grand Est qui a lancé une phase pilote sur le premier semestre de cette année pour proposer aux agents de passer 3 parcours PIX dédiés à la sécurité. Donc, il s'agissait des parcours de PIX territoire, notamment le parcours maîtrise des bons comportements face aux risques, compréhension des risques et protection des données personnelles. Donc, ces 3 parcours ont été proposés aux agents dans une phase pilote, aux agents de la DSI. Et même si ce sont des agents de la DSI, et je rejoins ce que disait Pauline tout à l'heure, il y a toujours un besoin de maîtrise qui doit être adressé parce qu'on n'a pas les mêmes niveaux d'attente pour un agent de terrain ou un agent voilà, technique dans la DSI. Donc là, la démarche a montré que oui, il était aussi intéressant de pouvoir leur proposer de développer leurs compétences numériques en matière cyber. Merci Déborah. Très intéressant. Et puis du coup, tes retours d'expérience font le lien avec justement le Voilà. témoignage qu'on va entendre de François maintenant sur ces enjeux cyber. Alors juste petit aparté, du moins pas vraiment une aparté d'ailleurs, mais petite précision. Pauline vous a indiqué dans le chat, puisque Déborah t'a beaucoup parlé de compétences numériques au sens large, même si tu as zoomé bien évidemment sur notre sujet du jour, la cybersécurité. Juste pour vous dire qu'on a déjà fait un webinaire sur les compétences numériques dans les collectivités précédemment et que donc vous retrouverez le lien du replay de ce précédent webinaire si c'est un sujet d'intérêt pour vous. Du coup, on va tout de suite passer maintenant à notre troisième partie avec donc François qui va nous présenter ce que fait le bureau économique de la province de Namur, donc en Belgique, auprès de ces différentes communes sur ce sujet de la cybersécurité. Du coup, on va essayer de faire ça en mode un petit peu interactif, François, si ça te convient. Donc, dans un premier temps, peux-tu nous présenter, notamment pour les participants français qui sont peut-être moins au courant du contexte belge et wallon, le territoire et puis le BEP, ce que vous faites au service des communes de la province. Oui, merci et bonjour à tous. Oui, donc pour les non-belges, parce que j'en ai connu pas mal dans les participants, dont notamment des homologues qui travaillent sur des autres provinces de la région wallonne. Moi, mon job, c'est de travailler sur la province de Namur. Les provinces chez nous, c'est à peu près des départements par rapport à la France, de petits départements, on va dire. Mon département en particulier, donc c'est la province de Namur, 500 000 habitants, une grande ville qui est Namur, qui est la capitale de la région wallonne, qui concentre un peu plus de 100 000 habitants, et puis beaucoup et essentiellement des collectivités rurales ou semi-rurales, puisqu'on a des collectivités qui vont jusqu'à 3 500 habitants. Nous, on a eu la fusion des communes il y a quelques années, donc 3 500 habitants, c'est une petite commune chez nous, c'est une des plus petites chez nous. Donc nous, on essaie de fédérer ces 38 collectivités locales au sein d'une intercommunale qui est nos actionnaires, ce sont les 38 collectivités locales plus la province.
Et on travaille sur différentes thématiques. Vous voyez les petites photos ici, sur le développement économique, l'accompagnement des entreprises, le développement de zones d'activité économique. On a la gestion, le tri, la valorisation des déchets. Et on a le développement territorial, donc, qui s'occupe d'accompagner les collectivités locales dans différentes thématiques, que ce soit urbanistique, aménagement du territoire et numérique depuis 8 ans maintenant, à travers un programme qu'on a appelé Smart City by BEP, donc qui accompagne les collectivités par rapport à leurs besoins et leurs usages du numérique. Les 3 autres activités, Namur Expo, Crématorium, Énergie, sont un peu plus accessoires par rapport aux activités du BEP. Voilà, essentiellement par Du rapport. coup, François, Ouais. juste, je te coupe. En fait, pour Non, vas-y. justement nos amis français, ça correspond à des structures qu'on a aussi chez nous, qui sont souvent de niveau départemental, qui sont les syndicats mixtes, Ouais. qui géraient historiquement l'eau, l'électricité, qui aujourd'hui gèrent aussi un certain nombre de sujets, dont le haut débit et le numérique, pour certaines d'entre elles en tout cas. Donc, pour faire le lien entre votre propre organisation territoriale côté wallon et puis ce qu'on peut retrouver chez nous en France. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux, François, revenir un petit peu sur l'origine de cette démarche autour de la cybersécurité? Pourquoi vous avez souhaité engager un programme et une action spécifique sur ce sujet? Ouais, mais je pense que Pauline l'a introduit pas mal. Comme tout le monde, on est attentif à l'actualité. Quand les attaques se font loin de chez nous, on se dit que ça ne nous touche pas. Et puis quand il y en a à côté de chez nous, tout d'un coup, on se réveille, ou en tout cas, ça attise certaines réflexions. Et donc, c'est vrai qu'on n'a pas été épargné. Hein. Sur la carte, Pauline, c'était marrant, il y avait une certaine concentration à la frontière belge. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais on aurait pu étendre la carte un peu plus au nord et on aurait vu pas mal d'attaques, notamment sur la province de Namur, donc des hôpitaux aussi, encore une dernièrement, qui touche encore, enfin, qui nous touche, nous en tant que citoyens encore maintenant, puisqu'on a du mal de récupérer, par exemple, les analyses sanguines de l'année dernière, par exemple, pour un cas, enfin, pour mon cas, je, je n'ai toujours plus accès à ces analyses de l'année dernière. On a eu des collectivités locales, petites, comme Floref, c'est 6-7 000 habitants. La province de Namur, en tant que telle, qui a été attaquée, qui a eu beaucoup de chance, qui n'a pas été trop attaquée, mais qui a attaqué pas plus tard qu'il y a 2-3 mois. Donc voilà, donc c'est des choses, voilà, on le vit aussi, nous. Et donc nous, en tant qu'organisme et comme institution, on a engagé un certain nombre de réflexions, de travaux pour améliorer notre propre protection en matière de cybersécurité. Et comme dans tout projet que l'on fait, que l'on mène en matière de numérique, souvent on commence par travailler chez nous, de se forger notre propre expérience, de tester des outils, et j'en présenterai un tout à l'heure, de tester des outils en interne, et puis d'en faire profiter les collectivités locales qui n'ont pas la chance d'avoir un groupe d'informaticiens aussi nombreux, aussi compétents que ceux qu'on a au BEP, qui ne m'entendent pas, mais quoi qu'ils sont juste derrière le mur, peut-être qu'ils m'entendent. Mais c'est clair qu'on a là 6-7 informaticiens, même un peu plus, dans les collectivités locales, et on a fait le tour, Pauline, ensemble la semaine dernière. Il y a des collectivités locales de 15 000 habitants qui n'ont même pas un seul informaticien. Donc vous imaginez bien que la matière de la cybersécurité, ça les dépasse complètement. Et donc, du coup, tout ce qu'on implémente ici au BEP, on essaie de voir comment et dans quelle mesure on peut en faire profiter les collectivités locales. Ça a été le cas de la cybersécurité. Ok, François. Et du coup, concrètement, aujourd'hui, c'est quoi les axes? Je crois que, du moins, je sais même que vous avez déployé dans un premier temps un outil qui permettait de scanner les systèmes d'information des différentes communes pour voir un petit peu là où il y avait des failles. Donc, sur le plan technique. Et puis après, bien évidemment, vu que c'est l'objet du jour, je te demanderai de bien vouloir nous expliquer ce que vous faites plus précisément sur l'angle humain et le sujet des compétences des agents des collectivités. Ouais, bien sûr. Tu peux passer au slide suivant où on présente l'ensemble de la démarche elle est complète. Mais je vais faire un focus évidemment sur Pix et sur ce qu'on est en train d'implémenter pour le moment. Et on est dans l'actualité puisque, comme je le disais, on s'est vu une bonne partie de la semaine dernière avec Pauline pour implémenter ça dans les collectivités. Mais c'est vrai qu'on a commencé par un autre outil. Il s'appelle Board of Cyber et qui est aussi un outil on avait touché un mot, Pauline, je pense que c'est important aussi.
qui travaille aussi sur l'humain, parce que c'est d'abord et avant tout, on l'a positionné comme ça, comme un outil de sensibilisation des élus, des directeurs généraux dans les collectivités locales pour les faire se rendre compte de leur état en matière de cybersécurité, quelle est leur apparence en matière de cybersécurité. Et c'est aussi, je pense, une faille humaine que les directions générales, les bourgmestres ne se rendent pas compte que ça les concerne aussi, cette histoire de cybersécurité. Je pense que sur la carte que tu as montrée, Pauline, c'est intéressant aussi de voir quelles étaient les tailles des collectivités locales. Et c'est vrai qu'on a tous entendu Marseille, par exemple, mais la commune d'Onré, par exemple, me dit, moi, je ne suis pas Marseille, qui aurait intérêt à attaquer Onré? Je comprends qu'ils attaquent Marseille, mais moi, je ne comprendrais pas qu'ils m'attaquent. Or, la réflexion des cyberattaquants, elle est pas là, elle est plutôt, tiens, qui est facile à attaquer et chez qui je peux aller chercher un peu d'argent, finalement, quelle que soit la taille de la collectivité locale. Donc, je pense que cette faille humaine, si on peut le dire comme ça, elle est aussi liée à cette méconnaissance, cette méconnaissance du sujet par les bourgmestres et les directeurs généraux. Du coup, on a commencé, c'est vrai, par implémenter un outil qui est un outil de Board of Cyber qui permet de mesurer quel est l'état de vulnérabilité de chacune des collectivités locales que l'on a analysées. Et donc, on a concrètement acheté la solution de Board of Cyber. Petit rétropédalage, c'est l'outil qu'on avait acheté pour nous d'abord, pour voir et mesurer, nous, quel est notre niveau de vulnérabilité et qui nous a permis d'améliorer notre niveau de sécurisation. Suite à ça, on s'est dit qu'on allait en faire profiter l'ensemble des collectivités locales de notre territoire et la province, donc 38 plus 1, et d'analyser leur niveau de vulnérabilité. Et le résultat, ça a été notamment, pour nous en tout cas, le petit schéma que vous avez là à gauche, c'est un nuage de points qui donne une cote à chacune des collectivités locales. Lors de l'événement, vous avez la photo à droite, on a révélé à chaque bourgmestre, directeur général, quel était son petit point sur ce nuage. Et donc, les points rouges, c'est les collectivités locales très facilement attaquables, qui sont très vulnérables. Et donc, les DG et bourgmestres, maires, je dois traduire peut-être pour les Français, oui. Des communes rouges, se sont sentis très concernés et se sont dit, ah oui, effectivement, si un cyberattaquant envoie ce schéma-là, c'est vrai qu'il aura intérêt à commencer par chez moi parce qu'il aura très facile à pénétrer nos systèmes. Et donc, en matière de faille humaine, c'était la première qu'on a voulu combler, finalement, c'était cette méconnaissance. C'est plutôt de la sensibilisation. On a l'impression que c'est loin, de la sensibilisation. Derrière ça, néanmoins, et je ne vais pas m'appesantir là-dessus, derrière ça, néanmoins, chaque collectivité locale peut cliquer sur son point et avoir un détail de tous les axes sur lesquels il doit travailler pour améliorer son niveau de protection. Donc, ce n'est pas juste un outil de sensibilisation, c'est aussi un outil pour les informaticiens, quand il y en a, dans les communes, pour pouvoir améliorer l'ensemble de ces protections. Donc, c'est vraiment un outil très pratique qui est mis à jour tous les 3 mois et donc qui permet, dans la continuité à une collectivité locale, de pouvoir améliorer son niveau. Mais à côté de ça, et on a lancé tout en même temps, en tout cas, on n'a peut-être pas lancé tout en même temps, mais en tout cas, on a informé les collectivités de tout en même temps. On a effectivement fait un axe particulier en disant, mais les premières failles qui vont être exploitées par les cyberattaquants, c'est les failles humaines. Et le petit schéma-là qui montre le 80% des risques, les 80% des risques, c'est notamment le personnel et notamment le phishing. Et quand on dit personnel, on en a encore parlé la semaine dernière dans les collectivités locales, c'est aussi les élus. Et les élus sont aussi particulièrement une cible de choix pour les cyberattaquants parce qu'ils sont peut-être moins, ils sont beaucoup sur les réseaux sociaux, ils font moins attention. Et donc, ils ont aussi souvent tendance, ils reçoivent beaucoup de mails et à ne pas regarder les mails sur lesquels ils cliquent. Donc, les élus sont aussi une faille humaine en matière de phishing. Et donc, on a lancé en même temps une offre de service qui se base sur Pix, avec tout ce que Déborah vient d'expliquer, avec tout le potentiel de Pix. Et donc, concrètement, en parallèle de Board of Cyber et des autres outils liés plutôt à l'infrastructure, on lance Pix dans l'ensemble des collectivités locales du territoire. On va leur proposer, en tout cas, d'utiliser Pix pour avoir un diagnostic, comme l'a expliqué Déborah, un diagnostic complet du niveau de maturité numérique de l'ensemble des agents et leur permettre d'améliorer aussi leur niveau
en matière de cybersécurité, mais aussi en exploitant, on n'exploite pas Pix juste pour l'axe cybersécurité, mais sur tous les axes. Mais on l'a lié d'ailleurs à travers ce schéma et à travers l'événement de lancement au projet Board of Cyber parce qu'on pense qu'ils sont intimement liés. Et Du coup, François, un, un des, euh, un des sujets qui a déjà été évoqué par Déborah, c'est effectivement à partir du moment où on dresse des constats, donc via Bordeaux Cyber sur la vulnérabilité du système d'information des sites Internet, enfin bref, de la partie plus outils. Via Pix, ça te permet de construire une évaluation du niveau de compétence des élus. Mais effectivement, l'enjeu derrière, c'est au-delà de dresser des constats, c'est comment on améliore les choses. Donc sur le plan technique, via les recommandations qui sont proposées par Board of Cyber sur l'analyse technique. Et puis donc, à partir de Pix, le sujet, c'est la question de la montée en compétences numériques. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment vous allez travailler à ce niveau-là, notamment en lien avec un prestataire de formation qui propose des choses et qui va adapter du coup tout ça pour répondre aux besoins et aux problématiques constatées dans les communes? C'est ça, on a voulu tout de suite, dès le lancement du projet, associer un prestataire de formation, un centre de formation numérique qu'on connaît bien, avec qui on travaille et qui partage nos locaux, qui sont en Technobel. La réflexion, elle était en parallèle, en fait. Technobel trouvé un jour en me disant, j'ai de plus en plus de collectivités locales qui viennent me demander des formations, notamment en matière de cybersécurité, mais pas que, un peu dans tous les champs que couvre Pix Territoire d'ailleurs. Et elle me dit, bah, moi, très bien, ça me fait un nouveau business pour moi, je remplis, enfin, je réponds à leurs demandes. Et bah, aujourd'hui, par exemple, c'était le cas quand j'ai rencontré le directeur de Technobel il y a un an maintenant, on donne pour le moment des formations à 3 agents de la commune de Rochefort, pour ne pas la citer. Et la semaine prochaine, je vais donner la même formation à 2 agents d'une autre commune. Et la question était, mais tiens, vous, bête, est-ce que vous pourriez pas m'aider à mutualiser finalement? C'est un peu bête d'avoir 3 personnes d'un côté et puis 2 personnes de l'autre qui payent 2 fois une journée de formation. Est-ce que vous pourriez pas m'aider à mutualiser les choses? On a pas mal réfléchi et ça n'a pas été tout de suite facile et évident de voir quel est le rôle que pouvait jouer le BEC. Et puis, ben, grâce à Pix, finalement, quand on a découvert Pix, là, ben, tout s'est bien agencé. On s'est dit, ben, si, en fait, c'est très intéressant. On va pouvoir, grâce à Pix, faire un diagnostic complet sur l'ensemble des agents du territoire, de leur niveau de compétence en matière de cybersécurité ou sur d'autres thématiques. Chaque collectivité locale va voir quels sont les besoins en matière de formation de chacun de ces agents-là. On va travailler sur toutes les communes en même temps. Enfin, j'exagère un peu parce qu'on va travailler en 3 temps via 3 arrondissements, donc 3 parties de notre territoire, parce que sinon on était un peu trop large. Et puis, donc, ces communes-là vont avoir les mêmes besoins en même temps et on va pouvoir, du coup, remplir les salles de formation de Technobel avec les mêmes besoins, le même type d'agents, qui ont le même niveau de compétence. Ça, c'était l'idée. Et puis, bah, en réfléchissant encore un peu plus, on s'est dit, mais on va quand même encore aller un peu plus loin avec Technobel, avec Pix, avec Ocalia, à qui on a demandé un accompagnement, et j'en toucherai un mot après. On va essayer avec Technobel qu'il puisse réellement adapter son offre de formation aux résultats, aux diagnostics que Pix va être en mesure de faire pour pouvoir corréler un maximum l'offre en matière de formation avec les diagnostics des agents sur l'ensemble du territoire. Et donc, c'est tout le travail là qu'on est en train de mener, à la fois du déploiement de Pix et à la fois un travail avec Technobel pour pouvoir exploiter au mieux les résultats de ces diagnostics sur les 38 collectivités locales. Ça, ce sera à terme, puisque là, pour le moment, on travaille avec 4 communes pilotes qui lancent la démarche et qui nous permet de vraiment bien appréhender l'ensemble des enjeux techniques liés à ce déploiement complet qui va du diagnostic jusqu'aux formations. Et du coup, François, peux-tu effectivement nous expliquer comment Pauline et Ocalia t'accompagnent, du moins qu'est-ce qu'ils viennent amener là dans tout ce dispositif entre les outils qu'on exploite pour faire l'évaluation des vulnérabilités techniques humaines, Technobel sur l'axe formation et Ocalia, quel est son rôle là au milieu?
Ouais, bah, il y avait beaucoup de paramètres, hein, je pense que vous l'avez compris. Il y avait PIX, il y avait Technobel, il y avait les diagnostics, il y avait l'ensemble de 38 collectivités, plus la province, je vais souvent de la cité, mais les parties prenantes aussi du projet. On avait besoin de pouvoir mettre un peu d'huile dans tous ces rouages. On avait besoin de pouvoir exploiter votre expertise, puisque vous aviez déjà exploité PIX dans certains territoires, donc ça nous intéressait. En plus, et que vous aviez à la fois déjà exploité PIX, mais aussi dans des collectivités locales, donc du coup on était raccord. On avait aussi, aussi un background d'ensemble, puisque vous nous aviez aidé à faire le diagnostic numérique ou technique là, de l'ensemble des collectivités locales il y a 2 ans. Donc, vous avez aussi cette connaissance de terrain-là. Et donc, pouvoir, voilà, je ne voulais pas des fleurs pour autant, là maintenant, on pourrait croire que c'est répété, mais ce n'est pas répété, hein, Franck. Non, non. C'est vrai que pouvoir vous tirer parti, profit de votre expertise par rapport à ça, ben, ça aide à mettre de l'huile dans ces rouages et explorer finalement ce projet-là tel quel, tel que je viens de le décrire. Voilà, on l'avait vu nulle part ailleurs, et donc pouvoir voilà, consolider l'ensemble de la démarche ensemble. Je pense que Pauline, on n'était pas trop de deux dans les collectivités locales la semaine dernière pour animer les débats, pour animer les échanges riches qu'on a eus dans les collectivités locales. Et peut-être en quelques mots, les échanges riches, c'est quoi? Ben, c'est pouvoir exploiter PIX qui est énorme. Le potentiel est énorme. On l'a vu, Déborah, avec l'ensemble des compétences, l'ensemble des questions qu'on peut poser. Et donc, c'est pouvoir adapter PIX le plus finement possible par rapport aux enjeux spécifiques qu'on a dans les collectivités locales. Et là, je sors peut-être un tout petit peu de la cybersécurité, mais certaines collectivités locales nous disaient, ben, nous, notre enjeu, c'est de pouvoir mettre dans les meilleures conditions possibles nos agents par rapport au télétravail. Le télétravail était très peu déployé dans ma collectivité locale jusque-là. À partir de 2024, l'ensemble des agents va pouvoir télétravailler. Comment on accompagne ce changement-là? Moi, c'est un gros enjeu. Donc, dans les parcours que propose Pix, j'aimerais que l'ensemble des agents aient au moins le module, je ne sais plus, un module itinérance ou télétravail, il y a les deux, un module télétravail, alors, je pense spécifiquement. On va au moins pousser ce module-là chez tout le monde. Et puis, on viendra y injecter en plus les compétences métiers spécifiques. Et donc, c'est vraiment toute cette approche-là sur comment on peut exploiter finement Pix par rapport à une réalité de collectivité locale, mais ça a déjà été fait notamment grâce à Pix Territoire, mais aussi plus spécifiquement par rapport à des enjeux spécifiques dans des communes, tout en n'oubliant pas la cybersécurité, puisque l'ensemble des collectivités locales sont intégrées dans le Board of Cyber, en poussant des axes spécifiques sur la cybersécurité chez tout le monde. Mais comme l'a dit Déborah, la cybersécurité se retrouve dans l'ensemble des questionnaires. Du coup, on aura de toute façon cet objectif-là qui est rempli grâce à ça. Merci François. Je vois l'heure qui tourne. J'imagine que certains d'entre vous ont des contraintes ou ont tout simplement faim. Donc, si vous avez la volonté d'aller plus loin, on vous propose avec Pix, on a créé un petit parcours. Si tu peux en dire 2 mots, Pauline, qui vous permettra de tester justement ces parcours cybersécurité. Autant pour moi, j'ai le micro coupé. Et merci Franck. Effectivement, pour concrétiser un peu tout ce qu'on vient de se dire, on vous propose donc l'accès gratuit à ce parcours de test, qui est un parcours très court, hein, qui dure entre 15 à 30 minutes en fonction du niveau du répondant, qui vous permet de vous faire une idée de l'expérience de test et d'apprentissage sur Pix, et qui plutôt, on va dire, un point d'entrée de sensibilisation de vos équipes sur ces questions-là, qui peut permettre de rebondir dans un deuxième temps sur des parcours de compétences beaucoup plus poussés. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, l'accès est gratuit jusqu'au 1er décembre. On vous laisse l'accès gratuit à ce parcours-là. Voilà, donc ce qui vous permet de vous rendre compte de manière très opérationnelle comment sont bâtis les parcours, les thèmes qui sont traités, et puis surtout le côté ludique de la plateforme, facile d'utilisation et donc assez facilement déployable dans vos collectivités. Il nous reste encore quelques minutes pour ceux qui veulent déborder, qui auraient des questions. Donc, si certains veulent interroger l'un de nos intervenants, n'hésitez pas à lever la main ou prenez la parole. Et puis, je vous précise aussi que de toute façon, on vous enverra un mail après cette réunion. Vous retrouverez les différents éléments qu'on vous a présentés, le lien vers ce parcours de test là, qui vous permettra de le suivre si ça vous intéresse. Oui, alors apparemment.
quelqu'un a levé la main. J'arrive à trouver. Je peux Donc, peut-être c'est. comprendre Ouais, ouais, c'est vas-y, Déborah. en lien avec la question sans doute posée dans le chat. Effectivement, vous l'aurez compris, la particularité de Pix, c'est d'être accessible en ligne pour tout à chacun. Donc, vous pouvez retrouver l'ensemble du contenu que je vous ai présenté avec les 5 domaines, les 16 compétences numériques directement dans votre profil Pix. Après, quand on se déploie en collectivité, en fait, on ne demande pas aux agents d'aller se créer un compte sur Pix et d'aller directement sur Pix parce que le problème, c'est que pour passer tout Pix, il faut beaucoup de temps, il faut une quinzaine d'heures. Peut-être que si vous êtes déjà inscrit, vous êtes testé sur l'ensemble du contenu et c'est pas toujours évident d'arriver sur son profil Pix et de savoir bah, quelles sont les compétences qui sont pertinentes pour moi. Donc l'approche par parcours et tout l'intérêt de Pix Territoire, c'est de permettre de proposer le bon contenu aux bonnes personnes, c'est-à-dire de venir flécher via par exemple un parcours sur la protection des données personnelles, de venir flécher dans le référentiel de Pix les contenus qui sont pertinents par rapport à l'agent qui est visé. Et donc, c'est tout l'accompagnement qui vous a été présenté dans le cadre du BEP sur bah, construire les parcours, venir scénariser finalement dans le temps cette utilisation de Pix. Hmm. Mais sinon, c'est bien les mêmes contenus pour répondre un peu plus directement à la question. Parfait. Merci, Déborah. Je ne sais pas s'il y a. Du coup, Pierre, j'imagine ça répond à votre question. Sinon, je vous laisse prendre la parole. Oui, vous m'entendez? Oui. J'entends. Oui, 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 je pense que ça répond bien à la question. Donc, en fait, ce parcours, on peut y accéder directement à partir de notre profil Pix. Oui, exactement. Vous avez la compétence. Donc, comme je l'expliquais, vous avez une compétence spécifique sur la sécurité qui s'appelle Oui, sécuriser l'environnement numérique. Mais plus largement, vous retrouvez des questions en lien avec la sécurité dans toutes les compétences de. Mais si vous voulez vraiment du 100% sécurité, je vous invite à aller voir la compétence sécuriser l'environnement numérique. très bien. Oui, ça peut toujours être utile parce qu'on se pose la question ici où je travaille comme je suis conseiller numérique et je sensibilise moi-même à la cybersécurité auprès des élus et des agents du département de la Loire. Je pose la question justement sur l'utilisation de l'outil Pix. Et c'est encore mieux justement quand on a des branches développées de manière un peu plus spécifique. Très bien. Bah, écoutez, Oh, juste un tout petit truc, oui. petit scoop, parce que j'ai dit que le BEP, on expérimentait les outils avant de les mettre à disposition des communes. J'ai parlé de Bordeaux Cyber. On va aussi déployer Pix en interne, et ça, c'est un petit scoop. On en avait déjà parlé, mais depuis hier, on a décidé de déployer spécifiquement les parcours cybersécurité chez tous les agents du BEP. Cybersécurité et protection des données. Voilà, un petit scoop. Ça s'est pas encore tout à fait décidé hier, mais ça a été plus qu'évoqué et quasiment finalisé. Eh ben, Voilà. c'est une très bonne nouvelle. On poursuit effectivement le déploiement de PIC sur l'ensemble de la province, la commune, chez toi en interne. Mais du coup, je pense que c'est un grand pas en avant, effectivement, qui vient tout à fait coller avec le thème du jour sur l'importance de traiter ces aspects humains de la cybersécurité qui sont souvent oubliés par rapport aux aspects technologiques. En tout cas, on espère que ce webinaire vous aura plu, que vous aurez trouvé ça intéressant. Donc, on organise régulièrement des webinaires. Pauline vous a mis le lien du précédent webinaire qu'on avait organisé plus généralement sur le sujet des compétences numériques avec le témoignage de la ville d'Achicourt dans le nord de la France. Mais on a régulièrement des webinaires, donc n'hésitez pas à vous inscrire et à nous suivre sur notre page LinkedIn Ocalia. Vous trouverez des éléments sur nos prochains webinaires. Et puis, bien évidemment, on vous envoie par email l'ensemble des informations qui vous ont été diffusées aujourd'hui. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, un bon appétit et à très bientôt, j'espère. Merci beaucoup. Bon Merci après-midi. à nos intervenants. J'ai bien évidemment un grand merci à eux d'avoir passé un peu de temps pour vous présenter tout ça. Avec plaisir. Bonne journée à tous. Bonne Au journée. revoir, merci.